Les informations que nous générons, notamment en ligne, sont devenues un véritable carburant pour l'économie moderne. De nos jours, de nombreuses entreprises se battent pour obtenir ces données personnelles car elles représentent une importante manne financière. Comment ces données personnelles profitent-elles aux entreprises? Quelles sont les opportunités économiques qui en découlent? Qu'en est-il des risques? Qu'est-ce qui est fait par les entreprises et les institutions pour protéger la vie privée? Enjeux économiques des données personnelles, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Enjeux économiques des données personnelles à l'heure de l'hyperconnectivité, c'est le thème de cette émission. Avant d'en débattre, j'ai le plaisir de recevoir, de vous emmener à suivre le portrait de notre invité principal. Dr Mamadou Ali Aïdara est depuis avril 2023 le directeur des affaires juridiques de la conformité et du contentieux à l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. Lors du lancement de l'APDP en 2015, Dr Aïdara occupait la fonction de chef de la division des affaires juridiques. En tant que figure de proue de la régulation des données personnelles au Mali, Dr Mahamadou Ali Aïdara a contribué de façon significative à la mise en place de réformes majeures. Accompagnement des institutions publiques et privées dans leur mise en conformité, sensibilisation des entreprises et des citoyens et plaidoyer pour l'adaptation des cadres juridiques aux défis numériques sont autant d'actions qu'il a menées ces dernières années au sein de l'APDP. En tant qu'expert international, Dr Aïdara intervient régulièrement lors des conférences et panels régionaux et mondiaux. Ce fut le cas en mars dernier au Burkina Faso lors d'une communication livrée dans le cadre des activités de célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel. Quelques mois plus tôt, c'est-à-dire en décembre 2024, en Guinée, Dr Mahamadou Ali Aïdara a animé un séminaire sur la cybercriminalité et la protection des données. Dr Aïdara est l'auteur de plusieurs publications dont la protection des données à caractère personnel en droit malien entre affirmation et effectivité contrariée, publié en 2023 aux éditions L'Harmattan. Plus récemment, en janvier 2025, toujours aux éditions L'Harmattan, il a publié, je cite, « Les autorités administratives indépendantes au Mali, une innovation majeure dans l'organisation administrative ». À cela s'ajoute une dizaine d'articles scientifiques sur les thématiques telles que la cybersécurité, la protection de la vie privée, le traitement des données de santé ou de prospection commerciale. Du point de vue académique, Mahamadou Ali Aïdara est titulaire d'un doctorat en droit public obtenu en mai 2022 à l'Institut de pédagogie universitaire de Bamako. Avant cela, il a décroché plusieurs autres diplômes dont un master en droit international obtenu en 2014 à l'Université de l'économie et de droit Wuhan en Chine. En 2009, il maîtrise en droit public de la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Ce natif de Sansandeng, dans la région de Ségou, a reçu de nombreuses distinctions ces dernières années grâce entre autres à la qualité de son travail. En 2018, il a reçu la médaille du mérite national avec effigie abeille. 4 ans plus tard, celle de chevalier de l'Ordre national du Mali. Dr Mahamadou Ali Aïdara, directeur des affaires juridiques, de la conformité et du contentieux à l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP, est l'invité principal de Entreprendre.
Le directeur des affaires juridiques, de la conformité du contentieux, de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, est sur ce plateau. Monsieur Mamadou Ali Aïdara, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui ignorent ce qu'est l'APDP, qu'est-ce que vous leur dites? Merci pour l'invitation. Donc, l'APDP, c'est d'abord une autorité administrative indépendante chargée de la protection des données à caractère personnel. Donc, APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. Donc, c'est une autorité administrative indépendante qui a été instituée à travers la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013, qui a été modifiée en 2017, pour la régulation de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sur l'ensemble du territoire national. Donc, l'autorité intervient pour la mise en conformité ou pour la régulation de tous les traitements qui sont opérés sur le territoire national par les nationaux ou par les étrangers concernant les nationaux ou concernant les étrangers qui se trouvent sur le territoire national. Donc, c'est une autorité administrative indépendante qui est chargée, comme ça a été bien expliqué par la loi de 2014 qui régit les principes fondamentaux de la création de l'organisation des services publics, et aussi qui a été, dont les mêmes dispositions ont été prises par la Constitution au niveau de son article 88, qui dispose qui énonce que les autorités administratives indépendantes sont créées pour réguler un secteur bien déterminé. Donc, le secteur d'intervention de l'APDP, c'est bien entendu la régulation de la collecte et du traitement des données, autrement dit, la protection des données à caractère personnel de toutes les personnes vivant sur le territoire malien. Vous parlez de protection de données à caractère personnel. Est-ce qu'on peut dire que seule l'APDP est habilitée à veiller sur la vie privée des citoyens maliens et même de donc la diaspora et j'allais dire des étrangers qui sont sur le territoire? Ce qui concerne le côté administratif, l'APDP intervient à l'exclusivité pour délivrer les autorisations et les récépissés ou donner son avis en matière de traitement des données à caractère personnel. Mais elle n'est pas la seule structure qui intervient dans la protection de la vie privée et des données. Elle est aidée par notamment les juges. Et parmi ces juges, nous avons les juges administratifs qui interviennent, et nous avons le juge judiciaire, et nous avons le juge pénal. Tout le monde le sait, depuis la modification du code de procédure pénale, l'exclusivité en matière pénale, bien entendu, de la compétence, donc des atteintes aux données à caractère personnel relève exclusivement du pôle anti-cybercriminalité. Donc l'APDP, pour ce qui concerne... Vous travaillez en concomitance? Bien sûr, j'aime le dire. Le procureur anti-cybercriminalité est le bras pénal de l'APDP. Puisque la loi portant protection des données, au niveau de son article 31, charge le président à saisir le procureur compétent. Comme je l'ai dit, depuis la modification du code de procédure pénale, le seul procureur compétent en matière d'atteinte aux données personnelles est le pôle national chargé, celui du pôle national chargé de la lutte contre la cybercriminalité. Donc l'APDP est aidée par les juges et par d'autres acteurs. Parce qu'avant même la PDP, c'est l'État qui détermine la politique. Et c'est l'État qui fait adopter les textes en matière de protection, en matière de la vie privée et des données personnelles. On aura justement l'occasion de revenir en détail sur certains aspects que vous venez d'évoquer à l'instant. Mais avant, je vous invite à suivre ce grand angle qui donne la parole aux différents acteurs intervenant dans le secteur des données à caractère personnel. Selon la législation sur la protection des données, une information permettant d'identifier directement une personne physique à travers notamment son nom, son prénom, adresse, photo entre autres, est considérée comme une donnée à caractère personnel. On parle de données indirectes lorsque la personne physique est identifiable à travers par exemple son numéro de téléphone, son adresse IP ou son pseudonyme. Généralement au Mali, le type de données à caractère personnel qui est le plus collecté, on a les numéros de téléphone sur les réseaux sociaux, les
Les numéros d'identification NINA aussi. Il y en a aussi qui publient ça sur les réseaux sociaux. Les photos, les images. Dans le meilleur des cas, les entreprises collectent les données de base qu'elles utilisent pour mieux connaître et proposer des offres personnalisées aux clients. En général, on collecte les données de base, c'est-à-dire le nom, le numéro de téléphone, l'email et la photo du visage, dans le but surtout de mieux connaître les utilisateurs, de leur proposer des services adaptés et d'améliorer grandement l'expérience globale. Les multinationales, les GAFA par exemple, eux ils utilisent nos données pour faire de la publicité, c'est-à-dire les données qu'ils vont collecter, ils vont vendre ça à d'autres entreprises qui ont besoin de statistiques pour se faire de l'argent. On va penser que une entreprise par exemple comme Facebook, si je peux citer le nom, ne fait pas son argent que par rapport aux publicités. C'est-à-dire gagne énormément d'argent à travers les statistiques qu'ils vendent. Par exemple, au Mali, il y a combien de jeunes qui sont inscrits sur le site, sur Facebook, la tranche d'âge, il y a combien qui aiment le foot, il y a combien qui aiment ça. Donc ces statistiques-là sont vraiment recherchées par les entreprises aussi. En gros, ça nous permet de créer plus de la valeur, à être beaucoup plus compétitifs sur les différents marchés. L'hyperconnectivité dans le monde ces dernières années a fait connaître de nombreux abus liés aux données à caractère personnel. Usurpation d'identité, le piratage de comptes sur les réseaux sociaux, la diffusion non autorisée de photos, de vidéos ou de conversations privées sont monnaie courante au Mali. Il n'y a pas si longtemps, nous avons vu le cas d'une influenceuse qui s'est vue ses vidéos ou ses photos sur les réseaux sociaux dénudées. Au-delà de cela aussi, au niveau de l'association, nous avons vu des personnes qui se sont vues licenciées à cause justement de ces données à caractère personnel. Parce qu'en fait, tout ce que vous publiez sur la place publique, le tribunal peut s'en saisir. En 2023, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a reçu une vingtaine de plaintes. Mais ce chiffre serait en deçà de la réalité, selon les spécialistes qui estiment que plusieurs victimes ignorent leurs droits ou les démarches à suivre pour obtenir justice. Aujourd'hui, quand par exemple vous allez pour une demande d'emploi dans une entreprise et que vous donnez votre CV, il faut savoir que l'entreprise doit supprimer ces données-là si l'entreprise ne souhaite pas travailler avec vous. Ce qui fait que, en tant que personne cherchant de l'emploi, vous avez parfaitement le droit de porter plainte contre l'association ou contre l'entreprise si cette entreprise n'a pas supprimé votre CV dans sa base. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué la gestion, la gouvernance de ces données à caractère personnel qui de plus en plus va soulever beaucoup de questions par rapport à la réglementation. S'agissant justement de la réglementation, le Mali s'est doté en 2013 d'une loi sur la protection des données personnelles. Celle-ci a été modifiée en 2017 pour mieux encadrer la collecte, l'utilisation et le partage sans consentement explicite. On prend très au sérieux cela. Les données sont protégées par des systèmes de sécurité modernes comme le chiffrement. Et surtout, seuls quelques membres de l'équipe parmi notre clientèle y ont accès. On fait aussi des vérifications régulières pour éviter les failles. Sécuriser les données, beaucoup commettent l'erreur de mettre l'accent simplement sur le côté technique. Par exemple, ils vont dire, j'ai un pare-feu, j'ai un très bon pare-feu. Or, c'est pas ça la sécurité. La sécurité, c'est plusieurs axes. Comme je l'ai dit, il y a l'axe technologique, il y a l'axe des procédures et des process, puis il y a l'axe humain. Au regard des nouveaux enjeux autour du numérique, avec notamment l'essor de l'intelligence artificielle, la sensibilisation et l'éducation des citoyens sur la protection de leurs données devient capitale. Monsieur Aïdara, on va revenir en détail avec nos autres invités tout à l'heure sur la plupart des points qui ont été évoqués à l'instant, mais on va essayer d'être pédagogique le plus possible. Qu'est-ce qu'on entend par données à caractère personnel? Très belle question. Ça paraît banal lorsqu'on pose, parce qu'on entend en longueur de journée données à caractère personnel. Pourtant, c'est un peu difficile à définir le concept. Le législateur malien, dans la loi 2013, a donné des exemples. Il dit
données personnelles, c'est toute information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique par référence à un numéro de téléphone, numéro d'immatriculation d'un véhicule, voilà, la photo, l'empreinte digitale, c'est les données, etc., etc. Donc le législateur a donné toute une panoplie d'exemples. Ce qui résulte de cette définition, c'est qu'il y a dans l'identification, dans données à caractère personnel, il y a l'identification directe et identification indirecte. Il y a de ces informations qui permettent d'identifier directement une personne. Par exemple, on prend la photo, quand on voit ta photo, directement on saura de qui il s'agit. Et ou quand on prend le nom ou le prénom. Par exemple, quand on dit M. Mohamedou Ali Haïdara, il peut y avoir plusieurs centaines de milliers de Mohamedou Ali Haïdara. Mais quand on dit M. Mohamedou Ali Haïdara, juriste à l'APDP, il ne peut s'agir que de moi. Puisqu'il n'y a pas deux APDP au Mali, et à l'APDP, il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle Mohamedou Ali Haïdara, juriste. Voilà, donc moi je suis identifié parmi les 10 000, les milliers de les centaines de milliers de Mohamedou Ali Haïdara qui existent au Mali. Donc ça c'est l'identification directe. Et l'identification indirecte renvoie par exemple, je prends un exemple, aux données, aux informations relatives à une plaque d'immatriculation d'un véhicule. Par exemple, quand on prend, avant la réforme, là, quand on prend BQ 397 MD, derrière ces numéros, il y a tous ceux qui ont eu à posséder les véhicules. Ça peut être moi aujourd'hui, avant moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être X, ça peut être Y. Donc ça, c'est l'identification indirecte. Et tout récemment, il y a de cela quelques années, même l'adresse IP a été ajoutée de l'ordinateur de votre smartphone, a été ajoutée à la longue liste des données permettant d'identifier directement ou indirectement, autrement dit, permettant, c'est-à-dire à la longue liste des données qui s'appelle données à caractère personnel. Merci pour cette précision, elle est très importante, elle va nous permettre de mieux comprendre ce qui va suivre avec nos autres invités que j'ai le plaisir de recevoir et présenter. D'abord, Madame Massina Cissé, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la responsable conformité et contrôle permanent à Sama Finance, une structure de finance au Mali. Parlez-nous un peu de ce poste que vous avez au niveau de Sama Finance. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Le nom, c'est plutôt Cissé Massira et non Massina. Pardon. En fait, j'occupe le poste de responsable conformité et contrôle permanent au sein de Sama Finance. Je suis particulièrement chargée de m'assurer du respect des exigences réglementaires et également de m'assurer du respect des procédures et des politiques mises en place au sein de l'institution. Parmi ces points de conformité, je m'assure également de la protection des données à caractère personnel et également tiens des séances de sensibilisation par rapport à la confidentialité et également à la bonne utilisation des données que nous collectons auprès de nos clients. On va voir quel impact ces données ont justement dans une entreprise comme la vôtre. Mais avant, j'ai le plaisir de présenter notre troisième et dernier invité. Il s'agit de M. Abdulkader Ki. Monsieur Ki, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur national de l'économie numérique. L'économie numérique, quand on parle de la direction nationale de l'économie numérique, pour nous, pour nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement, est-ce que vous pouvez revenir sur les principales missions de votre structure? D'abord, je vous remercie. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de la TM1. Merci de votre intérêt pour cette thématique et également pour le secteur de TIC. La Direction nationale de l'économie numérique, par essence, est une structure centrale, comme l'a défini la loi fondamentale qui crée et organise les services publics en République du Mali, qui est la 2014-049, donc qui dote tout département ministériel d'une structure centrale au moins, qui est chargée de déposer la vision de l'État et la politique de l'État dans son domaine de compétences. Et dans notre cas, il s'agit en fait de tout ce qui est TIC et poste. Donc nous sommes compétents pour la vision de l'État et la politique de l'État et les stratégies de l'État en matière de TIC et également de la poste. Donc cela nous amène à élaborer
les documents politiques et des stratégies, mais également toute la réglementation liée en fait à l'usage des TIC et de la poste, mais aussi d'assurer la promotion aussi du secteur des TIC. Donc nous avons vraiment une panoplie d'attributions dans le sens, dans le cadre de nos missions. Donc pour ne citer que ces aspects-là, donc entre autres. Merci bien. Alors justement, nous allons véritablement commencer cette émission en regardant cette première infographie qui va nous permettre de faire un état des lieux. On parle de violation des données dans le monde en 2023 et quand on parle de ces données, on parle de 70% d'augmentation donc de ces violations en 2023, 41 millions de comptes affectés rien qu'au premier trimestre donc 2023. Monsieur Aïdara, comment expliquer cette augmentation des violations de données à caractère personnel dans le monde? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience que les données représentaient un véritable trésor? Vous savez, c'est un aspect très important aujourd'hui. Tout est donné. Prenons l'exemple même sur nous au Mali. C'est-à-dire, une fois que l'enfant naît, une semaine après, je prends l'exemple banal, les plus banals. Donc, on lui attribue un nom. Et on commence à collecter non seulement les informations des parents, mais aussi on commence à enregistrer dans un groupe, dans un système. Voilà, donc les prénoms qu'on lui a attribués. Donc, ces informations constituent comment dirais-je, un aspect très important pour les entreprises. D'abord, les écoles vont commencer, au bout de quelques années, vont commencer à les utiliser. Et les entreprises, etc., etc. Ces informations que nous connaissons sont utilisées. Et revenons maintenant aux informations laissées sur l'espace numérique, notamment le cyberespace, à travers nos navigations, etc., etc. Toutes ces informations constituent, c'est-à-dire une manne financière pour ces géants du numérique. Ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui n'ont pas de boutiques, mais qui sont 10 000 fois plus riches que nos États. Tout simplement parce qu'ils ont pu avoir à un moment donné des informations sur vous et moi que les autres ne disposent pas. Donc ces informations sont convoitées. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour... On va parler tout à l'heure de ce qu'il faut faire pour protéger. Mais non, pas pour protéger. Puisque c'est des informations qui sont convoitées, qui sont utiles. Donc si vous n'avez pas ces informations, qu'est-ce que vous devez faire pour les avoir? C'est ce qui crée les atteintes aux différentes bases de données, au système. Mais justement, en parlant d'avoir les données, Madame Cissé, comment une structure, une institution comme Sama Finance collecte ces données et de quel type de données Sama Finance a besoin, ou du moins quel type de données Sama Finance collecte? Merci pour la question. Au fait, au sein de Sama Finance, nous collectons des données auprès de nos clients et également des données auprès du personnel. Les données qui sont généralement collectées auprès de nos clients sont des données d'identification ou bien des données financières. C'est des données qui nous permettent d'identifier ou bien de connaître l'identité réelle de nos clients. Ça peut porter sur le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, la photo. Ça peut porter sur des coordonnées géographiques, telles que l'adresse physique, l'adresse électronique, ou bien ça peut même porter sur des données concernant le compte bancaire, telles que le numéro de compte, l'historique de la transaction, ou bien l'historique d'endettement. Souvent, il nous arrive même de prendre avec nos clients l'empreinte digitale. Donc, entre autres, ce sont ces informations que nous collectons auprès de nos clients. Maintenant, quant au personnel, les données qui sont collectées, il y a des données qui sont collectées au moment du recrutement. On a le CV, on a peut-être la lettre de motivation et également on a les données concernant les niveaux d'études. Maintenant, après recrutement, au moment de la constitution du dossier administratif de l'employé, on demande un certain nombre de documents également pour la constitution du dossier administratif. En quelque sorte, ce sont ces données-là que Sama Finance collecte auprès de ses clients et également auprès de sa clientèle. Mais M. Ki, justement, en parlant toujours de collecte de données, quel est le rôle de ces données-là dans la transformation numérique? Vous savez que les données personnelles ont été estimées à des centaines de millions de dollars par an.
ce qui n'est pas négligeable. Tout à fait. Donc, imaginez une manne financière de centaines de milliards par an. On dit qu'un individu, en fait, génère des dizaines de dollars par an pour les grandes plateformes comme Meta. Donc, cela est très significatif. Donc, comment est-ce que cela est possible? Cela est possible tout simplement par la monétisation des informations collectées. Et cela par des techniques qu'on appelle par exemple la publicité ciblée. Imaginez quelqu'un qui en fait collecte vos informations sur vos habitudes d'achat. Il sait que chaque 2 semaines, vous avez besoin d'un carton d'eau. Parce que régulièrement, vous passez à la boutique prendre un carton d'eau. Donc, la personne peut attendre au bout de 2 semaines avec une grande probabilité que vous allez avoir besoin d'un carton d'eau. Et va se positionner avec un carton d'eau sur votre route. Et avec une offre, par exemple, si vous avez l'habitude de l'acheter à 5 000 francs, il va vous dire, ah, tiens monsieur, j'ai un carton d'eau qui coûte 4 500 francs. Donc, il vous a eu, et vous allez l'acheter. Donc, ça permet à ces entreprises-là, en fait, de faire des bénéfices sur la base de vos habitudes d'achat et de facilement écouler vos produits parce qu'ils ont accès à vous directement. Justement, on va regarder cette seconde infographie qui va nous permettre de voir qu'il y a du travail qui a été fait ces dernières années au niveau du continent pour protéger les citoyens. Le nombre de pays africains avec une loi sur la protection des données en 2023, on était à 37 pays sur 54, dont le Mali, qui a une loi qui protège les données. Monsieur Aïdara, pourquoi justement on s'est lancé dans le bain, si pour le dire trivialement, depuis 2013, même si c'est en 2015 que l'APDP a été mise en place? Une question importante. Vous savez que l'État du Mali est dans des organisations et il a pris des engagements sur le plan international pour renforcer la protection de la vie privée qui a été déjà consacrée par sa constitution. Vous prenez la constitution de 92, au niveau de son article 6, avait déjà consacré la protection de la vie privée. En 2013, l'État du Mali faisait partie d'une organisation qui à l'époque, a invité ses États membres à légiférer de manière spécifique, à adopter de manière spécifique un texte, une loi relative à la protection des données à caractère personnel. C'est ainsi qu'en 2013, l'État du Mali a adopté la loi portant protection des données. Et retenons tout simplement que cette loi, cette directive, cet acte additionnel, à l'époque, avait précisé, avait instruit aux États d'instituer une autorité administrative indépendante, pas de confier à un service sous tutelle, ou bien à un service qui est rattaché à un département. Donc d'instituer une autorité administrative indépendante qui sera chargée de la protection des données, puisque en 2013 déjà, en 2010 déjà, on avait commencé avec l'essor du numérique. Avec Facebook, la naissance de etc. Facebook quelques années plus tôt. Il fallait vraiment des garanties. Et parmi ces garanties, il y a la garantie juridique. Puisque la Constitution, qui est la norme fondamentale, avait déjà prévu consacrer cette protection. Voilà, donc qui sera renforcée en 2013 par la loi portant protection des données, puis en 2019 par la loi portant répression de la cybercriminalité. Avant ça, en 2016, par la loi numéro 2016-02, relative au commerce électronique, etc., etc. Donc l'État du Mali, comme c'est le directeur national de l'économie numérique est là, avait défini des politiques et a fait adopter plusieurs textes pour renforcer la protection de la vie privée qui était déjà consacrée par la Constitution, puisque c'est vraiment les données personnelles avaient commencé à être un peu vulnérables avec l'essor du numérique, etc., etc. Arrêtons-nous quelques minutes sur la monétisation de ces données. Est-ce qu'aujourd'hui au Mali, je vous pose à tous les deux cette question, est-ce qu'aujourd'hui au Mali on peut dire qu'on a un marché de ces données-là? Est-ce qu'on a un marché qui est structuré? Autrement dit, est-ce qu'on peut vendre des données, docteur?
Oui, on peut vendre les données, mais malheureusement, nous n'avons pas en fait de structure de collecte organisée pour pouvoir monétiser nos données. C'est pas votre structure qui est censée jouer ce rôle, ou bien votre structure joue un rôle voilà, de vulgarisation du numérique simplement? Oui, en fait, ce n'est pas par manque de législation. Dr Haïdara l'a rappelé tout à l'heure, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place, non seulement sur le plan local, c'est-à-dire national, mais également sur le plan sous-régional. Il a évoqué l'acte additionnel de 2010. Donc, et puis, vous avez la Convention de Malabo également de 2014. Donc, tout ça, ce sont des textes qui existent. Et sur le plan national, vous avez la loi portant protection des données à caractère personnel, vous avez la loi de 2016 également 012 sur les transactions électroniques et tout. Donc, tous ces textes-là aujourd'hui nous permettent en fait de cadrer non seulement la collecte, mais le traitement également des données personnelles. Mais malheureusement, sur le plan technologique, nous n'avons pas encore des géants du numérique, comme on le dit, à l'image des GAFAM là, qui puissent aujourd'hui collecter des données sur nos nationaux, nos concitoyens, et pouvoir maintenant les échanger contre de la valeur. Malheureusement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce sont ces multinationaux du numérique là qui viennent sur notre cyberespace collecter nos données à notre place et les monétiser à notre place, malheureusement. Donc, il va falloir que nous puissions réfléchir à ces mécanismes-là. Et c'est là, effectivement, que la Direction nationale de l'économie numérique a tout son rôle à jouer, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand on parle d'économie numérique, c'est ça, en fait. L'économie numérique, aujourd'hui, est basée essentiellement sur les données. Et on dit même qu'aujourd'hui, les données vont remplacer le pétrole. C'est le nouveau pétrole. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de faire les pipes pour exploiter ce pétrole-là et pouvoir le vendre sur le marché international et que nos données restent nos données à nous et que personne d'autre ne puisse venir prendre nos données à nos places pour les monétiser à notre place. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer en détail vraiment ce que vous êtes en train de mettre en place. Je sais qu'il y a une politique nationale de développement de l'économie numérique qui court sur 2025-2029. Donc, ce sera l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Mais Madame Cissé, pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, comment vous, une entreprise comme la vôtre, utilise, monétise ces données-là que vous collectez régulièrement auprès de vos clients et même auprès de votre personnel? Merci pour la question. Je ne peux pas parler de monétisation proprement dite, mais nous faisons bon usage des données que nous collectons auprès de la clientèle et également auprès du personnel. Bon usage, c'est-à-dire? Bon usage, ça veut dire, ça nous permet d'analyser un peu le comportement ou bien de pouvoir mieux identifier nos clients en matière de KYC. Ça nous permet de nous conformer avec la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ça nous permet d'adapter nos produits aux besoins réels de nos clients. Ça nous permet de limiter les risques liés à la relation clientèle. Je prends un exemple, par exemple en matière d'octroi de crédit. Si nous ne maîtrisons pas réellement le comportement de notre client, ça peut amener un risque de non-remboursement du crédit. Donc, les données collectées peuvent nous servir à mieux connaître nos clients. Il y a ce point-là. Sur le point stratégique également, ça permet d'optimiser la stratégie économique de l'entreprise tout en nous permettant de nous cibler sur un segment d'activité qui rapporte beaucoup plus sur l'entreprise. Et également sur le point juridique, ça nous permet de renforcer la confiance avec nos partenaires et également de nous éviter des sanctions réglementaires. Messieurs, justement en parlant de collecte, quelles sont ces données-là qu'on peut collecter et celles qu'on ne peut pas collecter? Ok, avant de répondre à cette question, il y a un point très important que les entreprises doivent vraiment observer, c'est par rapport à la prospection. Dans votre intervention, vous l'avez dit,
Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des opérateurs de téléphonie mobile ou n'importe quelle entreprise, la prospection est vraiment à la mode. Alors, c'est quelque chose qui est encadré. Vous prenez tous les textes législatifs et réglementaires en République du Mali, tous ces textes interdisent la prospection illicite. Le fait de faire la promotion auprès d'un client, ou bien pas auprès d'un client, auprès des individus, c'est-à-dire des produits ou des personnes, etc. Donc, la loi, que ce soit la loi de 2013 sur la protection des données, la loi de 2016, la loi numéro 2016-02 qui a été évoquée par les traiteurs la loi numéro 2019 et surtout récemment la loi numéro 2024-027 portant code pénal à la République du Mali, tous ces textes interdisent la prospection illicite par les entreprises. La prospection illicite, elle renvoie à quoi? Ça renvoie à l'envoi des messages publicitaires, que ce soit politique. La prospection, elle peut être politique. Je peux vous inviter à aller voter pour un parti politique. Je peux vous demander, je peux vous envoyer des messages pour faire la promotion de mon marabout. Je peux vous envoyer des informations pour vous informer, pour faire la promotion du concert de mon artiste préféré. Donc tout ceci constitue la prospection. La loi dit, lorsque vous voulez faire de la prospection, vous devez recueillir le consentement de la personne concernée, celui qui est destinataire, ou vous devez lui donner la possibilité de se désinscrire. À défaut, vous êtes en contradiction avec les dispositions légales et vous êtes passible des sanctions. Monsieur Aïdara, pour bien comprendre, je vous donne la parole tout à l'heure, Madame Cissé, pour bien comprendre, les messages que l'on reçoit d'opérateurs téléphoniques parfois nous annonçant tel événement, tel concert à tel lieu ou telle promotion, c'est de cela dont vous parlez? C'est de la prospection. Attention, il y a de ces messages qui ne sont pas de la prospection. Quand on vous envoie, par exemple, vous envoie des messages faisant la promotion, bien entendu, d'un individu, de produits, etc., ça constitue de la prospection. Et en droit, que ce soit, je l'ai dit, en droit de la donnée, qui est la loi qui est régie par la loi numéro 2013, que ce soit la loi 2016-012, que ce soit tout autre texte, jusqu'au code pénal récent, qui date de 2024, du mois de décembre 2024, toutes ces législations, tous ces dispositifs, tous ces textes interdisent la prospection directe. Il faut le consentement de la personne. Si vous n'avez pas le consentement de la personne, donnez-lui la possibilité de dire « je ne veux plus recevoir ». Si c'est à travers un message venu par mail, vous devez lui donner un lien. Si c'est par message, les trucs des informaticiens, les codes ISDD, là, vous devez lui donner la possibilité. Si vous ne souhaitez plus recevoir des messages, tapez ces codes. Et vous êtes, donc vous êtes protégé juridiquement. Voilà. Madame Cissé. Pour revenir un peu sur ce que M. Aïdara vient de dire, je ne dirais pas que la prospection elle est interdite, mais plutôt elle est cadrée. Il y a des exigences auxquelles les entreprises doivent se conformer pour pouvoir effectuer des démarches de prospection client. Parmi ces démarches, il y a d'abord l'octroi de consentement de la personne qui donne ces informations. On doit lui préciser les types de données que nous collectons, la finalité effectuée de ces données-là, et également donner la possibilité au client en cas d'exercice de son droit de rectification ou de suppression des données, une adresse mail ou un numéro de téléphone à contacter pour qu'on puisse supprimer ou modifier les données que nous détenons sur le client. Donc, par rapport à ces points, on n'a pas dit que la prospection est interdite, on parle de la prospection illicite. Illicite, oui. Parce que la licéité de la prospection repose sur deux pieds. Lesquels? La saisine de l'APDP. Impérativement, la prospection constitue un traitement des données à caractère personnel qui doit faire l'objet de formalités devant l'APDP. Vous ne le faites pas conformément aux dispositions du code pénal, les articles 322, 9 et suivants, vous êtes passible de 5 ans d'emprisonnement. Je suis là pour simplifier la compréhension. Monsieur Aïdara, quand vous dites que, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut saisir en amont l'APDP pour avoir l'agrément. Voilà, donc, pour pouvoir faire de la prospection, l'entreprise est tenue de passer à l'APDP en amont. Les formalités préalables, on dit les dispositions des articles 33 et 57. C'est-à-dire, vous ne devez pas, je prends l'exemple sur le traitement le plus banal que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est la vidéosurveillance. La loi vous autorise à installer des caméras pour vous sécuriser. Mais la loi vous oblige en amont, au préalable, d'aller à l'APDP pour avoir son agrément
par rapport à l'installation de ces dispositifs. Quelle que soit la structure, même pour un domicile? Même pour un domicile. Donc, et pour ce qui concerne la prospection, pour revenir à la prospection, si vous voulez mettre en place un traitement des données à caractère personnel relatif à la prospection, tout comme la vidéosurveillance, vous êtes tenu d'aller où, à défaut, on appelle la prospection illicite. C'est la prospection illicite qui est interdite. L'interdiction, c'est-à-dire est relative à la prospection illicite. La prospection illicite, c'est une prospection qui est faite sans le consentement et une prospection qui n'a pas l'autorisation de l'APDP. Sinon, la prospection, elle est bien encadrée par plusieurs textes, machallah, au Mali. Voilà. Je vous donne, M. Ki, la parole juste après cette autre infographie qui va nous permettre d'évoquer un point très important. Il s'agit déjà du taux d'utilisation d'Internet en Afrique. En 2022, on était à 40% environ. En 2023, on est redescendu un tout petit peu à 37%. Quand on regarde dans les zones urbaines, l'utilisation d'Internet, donc d'après ces données de l'Union internationale des télécommunications, elle est relativement élevée, elle est à plus de 50% en zone urbaine, on est à 60% d'après donc ces données. Mais M. Ki, ce qu'on constate également, et j'imagine que c'est ce que M. Aïdara et Mme Cissé voulaient dire, c'est qu'on n'a pas forcément cette culture du numérique, on n'est pas forcément assez sensibilisé sur certaines lois, certains textes, certains décrets de protection même, j'allais dire. Quel travail vous faites à ce niveau en termes de sensibilisation pour que la population s'approprie le numérique, j'allais dire, de manière saine? À ce niveau, déjà, nous avons élaboré un document de politique nationale de développement de l'économie numérique, assorti d'un plan d'action quinquennal 2025-2029 qui est dans les pipes pour son adoption par le gouvernement. Et dans ces documents, nous avons prévu d'installer ce qu'on appelle la culture du digital. Et déjà, il y a également une stratégie nationale de cybersécurité également qui a été élaborée, qui prévoit dans son axe concernant la sensibilisation de grandes actions concernant non seulement la formation, mais la sensibilisation en fait des usagers des TIC, des utilisateurs TIC, pour en fait leur faire comprendre tous les enjeux, non seulement liés à la protection de leur identité et de leurs données personnelles de façon globale, mais également à la sécurité, même à la sûreté même du pays de façon spécifique. Donc, pour vous dire que nous sommes en fait dans une phase très active pour aller vers la mise en œuvre en fait de ces différentes stratégies pour que nous puissions installer ce qu'on appelle cette culture du digital qui va nous permettre en fait non seulement d'instaurer cette confiance entre les usagers et la technologie, parce qu'il y a beaucoup de méfiance également à ce niveau-là, comme l'autre le disait tout à l'heure. Donc les gens en fait ont beaucoup plus de réticence à utiliser parce que tout simplement les méfaits sont mal connus du fait des mauvais usages que nous connaissons aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons transcender ces mauvais usages-là? Donc tout cela est consigné dans un document de stratégie que nous n'allons pas tarder à mettre en œuvre lorsque les moyens seront mobilisés. Mais quels sont les secteurs prioritaires justement quand on parle de la culture du digital, quand on parle de la sensibilisation au digital, les secteurs prioritaires que vous avez définis, c'est lesquels? Bon, ce qu'il faut comprendre déjà à ce niveau-là, c'est que nous visons d'abord à transformer l'usage du numérique en un usage productif, un usage créateur de valeur. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez, la plupart des gens vont sur les réseaux sociaux, produisent des contenus, je m'excuserai du terme, franchement
pas adéquates, d'accord, des contenus vraiment pas adéquats, auxquels nous assistons en longueur de journée, qui tendent vers la dépravation des mœurs. Donc, quelqu'un qui a déjà un outil, qui a un téléphone, une tablette ou un truc, au lieu de lui donner le temps d'aller sur les réseaux sociaux, aller faire de l'exhibition de ceci, cela, donc nous allons plutôt en fait lui donner les outils, les b.a.-ba, les backgrounds nécessaires pour transformer cette présence-là en ligne en une présence de production de contenu à valeur ajoutée ou de publicité, par exemple, de community managers. On n'a pas besoin d'être ingénieur informaticien ou d'avoir des doctorats. Aujourd'hui, vous prenez dans les zones rurales, tout le monde sait faire Orange Money, tout le monde sait faire WhatsApp, ainsi de suite, tout le monde sait faire des petites vidéos. Donc, il s'agit en fait de les amener à faire petit à petit de la création de contenu qui va créer de la valeur et par la suite également de l'emploi. Et c'est cet usage intensif qui va en fait instaurer une plus grande culture digitale à ce niveau-là et qui va en fait nous permettre d'avoir la création de valeur. Madame Cissé? Oui, moi je pense que la sensibilisation doit être beaucoup plus élargie. Parce que nous constatons de nos jours, par exemple, dans la rue, il y a des personnes qui se permettent de vous prendre en photo sans votre consentement et puis par les publier sur les réseaux sociaux. Une personne, par exemple, qui n'utilise pas le numérique, qui n'a pas de téléphone, mais par le biais d'une connaissance, lui montre la photo en question. On doit sensibiliser les gens, leur dire que leurs données doivent être protégées. On doit leur dire que leurs données doivent être protégées, les types de données qui sont à protéger par l'APDP. Et également, en cas de violation des droits en matière de protection des données à caractère personnel, qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Je pense que c'est beaucoup plus de ça dont le citoyen lambda a besoin. De nos jours, les données sont collectées partout. Que tu sois, que tu pars à l'école ou pas, ou bien que tu sois, que tu as un doctorat, que tu travailles à un niveau directeur ou bien sous-agent. Tout à fait. Tout le monde a besoin de maîtriser les b.a.-ba de la protection des données à caractère personnel. Tout le monde doit savoir les types de données qui doivent être protégées, les types de données qu'on doit publier et également en cas de divulgation sans le consentement de la personne, ce que la personne peut réellement faire. Justement, docteur Aïdara, quels sont les types de données que les entreprises n'ont pas, je dis bien qu'ils n'ont pas le droit de collecter? Avant de répondre à cette question, par rapport à l'information et à la sensibilisation, c'est tellement important que l'État du Mali a institué l'APDP de cette mission d'information comme la première mission de l'APDP. Informer et sensibiliser avant de sanctionner. Donc, ce qui nous a permis, dans le cadre de l'éducation au numérique, nous avons signé il y a quelques années une convention avec le ministère en charge de l'éducation. D'abord, pour qu'il y ait cette culture du numérique depuis au niveau de l'école fondamentale. Les travaux sont en cours pour que ça puisse être effectif et réel. Mais pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, en 2022, nous avons signé une convention avec le département en charge de l'enseignement supérieur et qui a abouti à la création pour la première fois au Mali d'un master en droit du numérique. Un master qui a déjà commencé au niveau de l'Université des sciences juridiques et politiques qui est devenue aujourd'hui l'Université Koulgofwa de Bamako. Donc, dans le cadre aussi de la sensibilisation, de l'information et de la sensibilisation, on est en train d'aller vers une nouvelle méthode qui est la signature de conventions avec les structures publiques et aussi avec les structures privées. Donc, on a signé beaucoup de conventions en 2013, en 2023, en 2024 plutôt, excusez-moi, avec beaucoup de structures. Et aussi, nous avons des pages actives. Oui. Parce que nous sommes État, mais nous sommes indépendants. Bon, c'est des jeux de mots. Voilà, donc, mais nous aidons l'État à mieux sensibiliser, à mieux informer les individus par rapport aux droits. Parce que c'est, comme aime le dire, c'est un droit relativement nouveau par rapport aux autres droits. Les droits à la protection des données, oui. C'est un droit nouveau pour les Maliens, pour les Maliens, c'est pas pour les Maliens seulement, pour tout le monde. C'est un droit nouveau relativement, c'est pratiquement les derniers nés des droits. Donc, il faut de l'information et de la sensibilisation. Donc, pour revenir aux catégories de données qui peuvent être collectées par une entreprise, la loi dit l'entreprise, pour pouvoir collecter les informations,
doit exprimer les besoins. Il faut qu'il y ait les besoins. Donc, l'existence de ces besoins va vous obliger à déterminer la finalité, le pourquoi. Pourquoi vous voulez collecter les informations? Madame Cissé a parlé de certaines catégories de données qui sont collectées à leur niveau. Oui. Que ce soit, ces données collectées sont utilisées dans le cadre de la gestion d'abord du recrutement. Parce que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait de quoi faire fonctionner. Tout à fait. Donc, le recrutement constitue un traitement des données à caractère personnel. Pour le recrutement, quelles sont les informations que l'entreprise a besoin pour pouvoir analyser, pour pouvoir choisir son candidat, etc. Quels sont les critères qu'elle a déterminés? Donc, c'est en fonction de ça qu'elle va déterminer les catégories de données. Généralement, pour le recrutement, c'est les CV, la demande, etc. Certains vont aller au diplôme. Certains peuvent ajouter la copie de la carte d'identité biométrique sécurisée. Bon, si vous partez vers ça, vous êtes sorti de la collecte des catégories de données classiques. Parce que les numéros, les NINA, les non-numéros, est classé dans les paniers des données sensibles. Pourquoi? Parce que derrière les numéros NINA, il y a l'empreinte, il y a les données biométriques. Mais est-ce que là, ce n'est pas relatif? Est-ce que ce n'est pas en fonction du type d'entreprise qui collecte les données? Par exemple, pour le cas d'une banque, j'imagine que voilà, ils ont besoin de ces informations. Certaines. C'est pourquoi on a dit ça, c'est au cas par cas. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas toutes les entreprises qui collectent la copie de la carte d'identité biométrique sécurisée. Donc, et au niveau, la loi portant protection, au niveau de son article 9, a interdit la collecte de certaines catégories de données qu'on appelle les données sensibles. Lesquelles, par exemple? Les données relatives à la santé. D'accord. Les données relatives à la vie sexuelle. Les données mettant en exergue les données judiciaires, notamment les casiers judiciaires. Les données de santé. Donc, voilà, donc l'empreinte digitale, les données biométriques. Mais ce qui fait la beauté du droit à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des principes, vous allez voir que le législateur va ériger des exceptions aussi. Alors, M. Aïdara, pour que je comprenne bien, quand vous dites par exemple que la loi interdit de collecter les données relatives à sa santé, on voit les assurances maladie, on vous donne un fichier, on vous demande si vous avez une maladie particulière. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Non, c'est interdit, mais ça c'est le principe. Mais la loi vous permet de collecter ces informations dans certaines conditions. Par exemple, on ne peut pas interdire à une assurance de ne pas collecter les données relatives à la santé. Mais il est interdit aux entreprises de collecter comme ça. N'importe quelle entreprise. Voilà. Donc, la loi dit si vous voulez collecter, si vous avez vraiment besoin de ces informations, vous allez, parce que le régime au niveau de l'APDP, on a parlé de la saisine de l'APDP, mais la saisine s'effectue à travers des régimes bien déterminés. Donc, le régime, elle a fait plusieurs tours à l'APDP, on a suffisamment travaillé ensemble. Donc, le régime, s'il s'agit des données classiques, CV, diplôme, date de naissance, ça c'est les données classiques. L'enjeu n'est pas aussi élevé que lorsqu'il s'agit des données sensibles, que lorsqu'il s'agit des numéros NINA. Celui qui a ton NINA aujourd'hui, à travers l'interopérabilité, peut avoir accès pratiquement à toutes les informations. Parce que derrière le NINA, il y a des données très sensibles. Monsieur Ki, très rapidement. Voilà, pour compléter également les données sensibles, on interdit aussi tout ce qui est opinion politique, les informations sur l'origine ethnique par exemple, et les questions des religions aussi. Donc tout ça, ce sont des données sensibles aujourd'hui qui en fait normalement ne doivent pas être collectées comme ça. On voit à l'hôpital, parfois on vous demande vous êtes de quelle région, vous êtes de quelle ethnie. Donc là aussi, c'est encadré. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. Nous allons bien sûr revenir sur l'aspect économique des données. Comment les entreprises transforment nos données en opportunités économiques. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est enjeux économiques des données à l'ère de l'hyperconnectivité. Je suis toujours en compagnie de nos trois invités. Merci madame, merci messieurs d'être restés sur le plateau. Monsieur Ki,
Quand on parle aujourd'hui de données à caractère personnel, on ne peut pas, je le disais tout à l'heure, on ne peut pas occulter le digital, le numérique. On voit qu'aujourd'hui, voilà, le numérique, on est submergé, je le dirais ainsi, par le numérique, par de nouvelles formes même d'applications, d'utilisation numérique. Je pense notamment à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour justement faire en sorte que, voilà, tout à l'heure vous parliez du fait que les GAFA, on ne parle pas d'un Malien qui serait ou d'une structure malienne qui peut vraiment utiliser ces données-là et avoir un véritable impact économique. Déjà, il faut comprendre la nature très sensible de la collecte des données d'abord et du traitement qu'on en fait. Ensuite, comprendre également le potentiel économique aujourd'hui des données. Comme je le disais à l'entame de mes propos, c'est une économie qui représente aujourd'hui quelques centaines de... On va le voir tout à l'heure. Justement, de milliards de dollars. Il y a même des sociétés en fait qui se sont constituées en courtier pour, voilà, pour prendre des données, acheter des données, les reconditionner pour les revendre. Donc, c'est pour vous dire que c'est une opportunité aujourd'hui pour nous. Et aujourd'hui, la direction, en fait, doit jouer ce rôle-là. J'ai dit doit jouer parce que pour le moment, nous ne sommes pas encore en train, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau du fait non seulement que la matière elle est toute nouvelle, mais aussi nous sommes d'abord sur des grands chantiers de réforme aujourd'hui, notamment comment réussir d'abord notre digitalisation qui va en fait créer et générer beaucoup de données. Donc nous allons en venir, donc il va falloir que nous soyons très proactifs pour encadrer en fait la gestion de ces données-là qui vont être générées. Donc il faudrait que nous puissions mener ces réflexions stratégiques-là pour avoir une feuille de route très claire et à l'image du RGPD qui a été mis en place en Europe pour la réglementation des données personnelles, donc avoir des points très spécifiques pour verrouiller non seulement la collecte, le traitement, mais également la monétisation de nos données. Monsieur Ki, je repose ma question autrement. On parlait tout à l'heure des grands GAFA qui sont américains, occidentaux et tout. Mais ce qu'on constate également, c'est qu'on a des jeunes Maliens qui ont réalisé de bien belles choses à une époque où c'était le moment. Je pense notamment au jeune Malien qui a fait l'ENALI, qui était à l'époque une belle réussite. Mais on a vu que derrière, non seulement la communication n'a pas suivi, quand j'ai de la communication au niveau national, l'utilisation n'a pas été comme il l'aurait souhaité parce que justement les Maliens n'ont pas adhéré. Tout à l'heure, Dr Aïdara parlait du master qui a été lancé justement en rapport toujours avec le digital. On voit qu'il y a des talents qui sont au Mali, ces talents-là mettent de belles choses en place, mais la vulgarisation de ces applications, de ces innovations, j'allais dire, ne suit pas. Comment l'expliquer là aussi? Oui, c'est ce qui est très dommage. Malheureusement, au Mali, nous avons des très belles initiatives, nous avons des compétences également. Malheureusement, l'environnement n'est pas propice à l'émergence. C'est pourquoi la direction a réfléchi à ce niveau-là et nous avons en fait cette attribution-là de faire la promotion du secteur. Et c'est pourquoi également vous avez constaté depuis un certain nombre d'années maintenant, nous organisons ce qu'on appelle la semaine du numérique. Tout à fait. D'ailleurs, nous nous apprêtons à aller vers la 3e édition de la semaine du numérique. Donc l'année dernière, on a tenu déjà la 2e édition. Et lors de ces éditions de la semaine du numérique, nous donnons la voix à ces 100 voix-là, c'est-à-dire des porteurs de projets, d'initiatives qui n'ont pas eu les moyens de se faire valoir, de se faire connaître, donc d'avoir l'opportunité et d'avoir les réseaux nécessaires à leur disposition pour se faire vendre et se faire connaître. Donc nous assurons cette promotion-là. Donc c'est une stratégie aujourd'hui très rodée au niveau de la direction. Mais au-delà de ça, nous sommes également en train de mettre en place la loi sur ce qu'on appelle les startups.
Malheureusement, depuis 2019, c'est un processus qui a été amorcé. La loi a été jusque sur la table de l'Assemblée nationale, mais malheureusement... Ce qu'on appelle la Startup Act, si je ne me trompe pas. La Startup Act, évidemment. Donc là, nous avons repris pour intégrer beaucoup de choses là-dedans, parce que vous savez, de 2019 à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de mutations, beaucoup de changements et beaucoup de réalités. Donc, il s'est agi pour nous d'adapter en fait la législation à ces nouveaux contextes-là. Et nous nous apprêtons à envoyer la question sur la loi en fait sur la table encore du gouvernement pour que ça soit adopté définitivement. Et cette loi-là va créer en fait cet environnement propice, parce qu'il s'agit pour nous aujourd'hui de mettre en place cet environnement-là qui manque à nos talents, à nos initiatives, à nos porteurs d'initiatives, pour qu'ils soient demain les Facebook du Mali, les HP du Mali, les WhatsApp du Mali, comme vous l'avez si bien dit, le cas de l'ENALI. C'était une très belle initiative, mais malheureusement, qui est en fait tombée dans les oubliettes, du fait que c'est tombé sur un terrain qui n'était pas fertile, parce que l'environnement n'a pas permis son émergence. Donc c'est pour éviter cela que nous sommes en train d'aller vers toutes ces actions, notamment la législation cohérente et à l'émergence du secteur du numérique. Mesdames, Messieurs, je vous donne la parole, Dr Aïdara, tout de suite après cette dernière infographie que je vous invite à regarder, qui va nous amener à parler des perspectives de l'économie numérique en Afrique donc en 2025. On parle de plus de 103 000 milliards de francs CFA. Ça, c'est le poids en 2025 donc, du poids du numérique en Afrique. C'est 5,2% du produit intérieur brut du continent. C'est dire simplement que le numérique, voilà, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, M. Ki, il y a plusieurs opportunités autour. Mais Madame Cissé, avant de revenir à Dr Aïdara, Madame Cissé, comment justement vous, à votre niveau, au niveau de Sama Finance, vous arrivez à transformer ces données-là que vous collectez régulièrement en véritable opportunité pour votre entreprise? J'ai compris ce que vous disiez tout à l'heure, ça vous permet de cibler, de mieux cibler les usagers, mais j'imagine que ça va au-delà. Surtout pour une institution de microfinance, ça va bien au-delà de tout ce que j'ai eu à citer précédemment. Ça aide beaucoup plus dans les prises de décision, que ce soit par rapport au financement ou bien à la préparation du budget annuel de l'institution. Ça nous permet également de mettre en place des produits beaucoup plus adaptés, d'être dans l'innovation continue et surtout d'assister régulièrement nos clients afin qu'il y ait un avantage concurrentiel. Dr Aïdara. Bon, avant de revenir à ces points, moi, quand on parle de l'innovation, de l'essor, nous, en tant qu'autorité de protection, on a peur. Puisque notre mission, aimait dire Giovanni, qui est un des commissaires à la protection européenne des données personnelles, qui dit que notre mission, c'est d'être inquiet et inquiéter les autres. Parce que nous, on a peur de l'innovation. Nous ne sommes pas un frein. Parce que, mais comment concilier l'innovation avec la protection de la vie privée? C'est très important. C'est pourquoi les principes, le législateur malien, que ce soit au Mali ou ailleurs, c'est les mêmes principes que vous allez trouver dans nos textes et ce sont les mêmes principes que vous allez les rencontrer ailleurs. Donc, les différents législateurs ont posé des principes. Que vous soyez une plateforme, que vous soyez une entreprise dans un pays, vous êtes soumis à ces principes-là. Oui. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe sur les différentes plateformes? C'est que chacun d'entre nous nous sommes pressés d'avoir nos comptes. Sinon, le droit à l'information préalable qui fait partie de ces exigences est fourni par ces plateformes-là. Mais on est tellement pressé d'avoir nos comptes qu'on clique, on est pressé de cliquer sur lui accepter avant même de les lire. Sinon, sur ces différentes plateformes, il est dit pourquoi ils sont en train de collecter vos traces et pourquoi ces informations sont conservées. Dans certaines conditions générales d'utilisation, vous allez voir qu'il vous est dit clairement, lorsque vous publiez une phrase sur cette plateforme, ça devient patrimoine de celle-ci. Donc, on ne le lit pas. Donc, que ce soit une plateforme développée par les nationaux ou une plateforme, notamment les GAFAM, il faut être, nous soyons clairs, aucun pays, aucune autorité à elle seule, je parle bien,
des autorités de protection des données ne peut faire face à ces GAFAM-là. Toute seule. Toute seule. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que les Européens ont fait en 2016? Depuis 2012, ils sont allés en bloc. Ils ont fait adopter un règlement général qui a été évoqué par le traité Key. Donc, qui encadre la collecte et le traitement des données sur toute l'étendue de l'espace européen. Donc, l'Afrique a intérêt d'aller en bloc. Mais il me semble que c'est la même chose. Non, c'est on pas... parle de 37 sur 54 non, qui sont... mais il y a pas... L'organisation n'est pas encore... structurée, n'est pas encore bien structurée. Parce que quand la PDP avait été mise en place en 2015, à l'époque, le président faisait partie des gens qui ont fait le lobbying pour la mise en place du réseau africain. Donc, le réseau africain a été mis en place, mais jusqu'à présent, c'est pas efficace. L'effectivité manque. Donc, l'effectivité dans les actions. Donc, l'efficacité dans les actions plutôt. Donc, c'est très important pour que nous puissions être respectés par ces GAFA. Il faut qu'ils désignent dans nos différents pays des points focaux. Et chaque pays un point focal. Aujourd'hui, moi, je vais attaquer Facebook. Je suis obligé d'aller aux États-Unis, d'aller chercher un avocat américain, traduire ma requête en anglais, faire recours à un avocat américain qui va me défendre. Puisque les représentants de Facebook pour l'Afrique de l'Ouest, j'ai eu la chance de la rencontrer quelque part. Elle réside, je pense que c'est pas à Dubaï ou quelque part. Mais on a vu que le Nigeria, il y a quelques temps, a fait payer, je crois que c'était Facebook, en tout cas un des... Groupe Meta, oui, bien sûr. Voilà, donc le Nigeria, vous me direz que c'est plus de 200 millions d'habitants, donc le poids n'est pas forcément le même. Monsieur, on arrive, il nous reste quelques minutes pour conclure. Justement, en parlant de législation, monsieur Aïdara, monsieur Key, quelles sont aujourd'hui nos limites? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes limités à ce niveau? Quand on voit qu'il y a toujours ces violations, il y a toujours ces piratages, il y a toujours ces abus là au niveau donc, de l'utilisation des données à caractère personnel sur le plan national. L'État a fait de son mieux, puisque nous avons vraiment beaucoup de textes. Mais ces textes-là aujourd'hui sont en déphasage. Ces textes ne sont plus adaptés. C'est pourquoi nous avons déjà, on est en train de travailler sur une nouvelle monture de la loi portant qui va intégrer l'intelligence artificielle, puisque c'est des nouvelles, voilà, donc actuellement c'est des nouvelles technologies. Qui ne sont pas voilà, donc ils sont pris en charge laconiquement, mais c'est très important d'adapter les textes, c'est-à-dire à l'essor, aux réalités technologiques. Nous avons des blockchains, nous avons toute une panoplie de créations, de nouvelles créations qui n'ont pas été prises en charge par nos différents textes. Sinon, déjà, moi je vous dis, il y a un effort colossal qui a été fourni par l'État. À partir de 2018 à aujourd'hui, faisons quand même une étude sur la toile malienne. Partons sur nos différentes plateformes. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, de 2018, les gens se permettaient de faire certaines choses sur les plateformes. Aujourd'hui, même si vous rêvez, vous n'allez pas le faire. Parce que tout simplement, il y a eu des efforts en matière de sensibilisation et en matière de répression. Parce qu'il faut le dire, il fallait de la répression pour pouvoir, pour pouvoir contribuer à l'éducation au numérique. Mais docteur Aïdara, des efforts restent à faire. Et justement, monsieur Key, je viens à vous. Tout à l'heure, je le disais, donc vous supervisez l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'économie numérique sur la période 2025-2029. Cette politique, on parle d'innovation, de cybersécurité et bien plus encore. Justement, est-ce que vous pouvez nous préciser le contenu de cette politique-là et qu'est-ce que cela va fondamentalement changer? D'abord, pour revenir ou prendre au rebond en fait, les propos de M. Aïdara, aujourd'hui, ce n'est pas les textes qui manquent en fait. Mais malheureusement, il y a toujours un déphasage entre la réglementation et la technique. La technique avance à un pas fulgurant. C'est très rapide, les avancées technologiques. Et vous savez, toucher à une partie de la loi, c'est très lourd comme procédure, en fait.
quand vous regardez la procédure de changement, de révision d'un texte, ça peut prendre au bas mot 6 mois. Et en 6 mois, déjà, on est passé à autre chose sur le plan technologique. Donc, c'est très difficile. C'est pourquoi je vous ai dit que tantôt, on n'était pas très près par rapport à certaines choses, parce que c'est des nouvelles matières pour nous. Mais on va suivre, on va nous adapter. Pour vous dire, les documents de politique que nous avons mis en place prend en compte un certain nombre de préoccupations majeures. Je vous l'ai dit, depuis quand même 2020, nous avons assisté à un changement majeur dans le monde des TIC par la crise à Covid-19 qui a démontré toute la potentialité des TIC. À pouvoir non seulement transcender les crises, mais également à pouvoir générer de la valeur très rapidement. Donc, nous avons en fait mis dans les documents politiques des actions ou des stratégies qui non seulement vont nous permettre de créer de la valeur très rapidement, mais aller vers ce qu'on appelle une administration efficace, transparente, par la digitalisation de nos services publics. Donc, un axe majeur aujourd'hui, c'est la digitalisation des services publics, c'est-à-dire la création de contenu numérique. Mais au-delà de ça, nous allons également nous focuser sur le développement des infrastructures. Mais le plus important des axes, je l'avais dit tantôt, c'est la construction du capital humain propice au développement de ces économies numériques-là. Non seulement il nous faut à la base des gens qui peuvent concevoir, d'accord? Après la conception, être capable de faire le déploiement, mais après le déploiement également, être capable de maintenir le système en bon état de fonctionnement sans une intervention extérieure, et cela est très important. Mais au-delà de tout ça également, avoir des compétences qui puissent faire ce qu'on appelle de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée pour pouvoir nous permettre de développer notre industrie locale des TIC. Et c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir nous exporter sur le marché international, aller à l'assaut du marché international en créant nos propres Facebook, en créant nos propres HP, en créant nos propres WhatsApp. C'est de cela qu'il s'agit. En espérant que les Maliens adhèrent, parce que ça, c'est un autre challenge, même si on n'en a pas parlé. Justement. Voilà. Madame Sissi, avant de faire un dernier tour de table, rapidement, qu'est-ce que votre structure, votre institution fait pour protéger ces données-là? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion forcément d'en parler tout à l'heure. Très bonne question. Tout d'abord, nous avons trois mesures de protection des données à caractère personnel. La première, c'est des mesures humaines. Nous avons nommé un responsable chargé de la protection des données à caractère personnel. Ces derniers s'occupent du volet formation et sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel. Nous avons mis en place des mesures organisationnelles, c'est-à-dire une politique de protection des données à caractère personnel, une procédure de gestion des données à caractère personnel, et également nous avons limité nos accès par rapport aux données. Chez nous, les données sont octroyées en fonction des besoins et en fonction des postes. Et la troisième mesure qu'on a mis en place est une mesure technique. Nous avons mis un système d'information de pointe sur place bien sécurisé qui répond à toutes les demandes en matière de cybercriminalité et de cyberattaque. Quand vous dites limiter l'accès, vous voulez dire n'importe qui, c'est en fonction du poste qu'on peut accéder. Et ça, c'est important de faire cette précision. N'importe qui ne peut pas accéder à n'importe quel type de données. Par exemple, au sein de l'entreprise, même en dehors. Déjà, pour avoir accès à nos locaux, il y a des registres d'entrée qui sont mis en place lorsque vous rentrez, et également vous n'avez pas accès à tous nos locaux. Et également pour les personnes qui sont internes à l'entreprise, comme j'ai eu à les dire, les accès sont accordés en fonction des postes. Une personne qui est au niveau des finances n'a pas les mêmes habilités qu'une personne qui se trouve au niveau du département conformité. Et également, ces habilitations-là sont revues de manière annuelle pour nous assurer qu'ils répondent bien aux dispositifs mis en place. Alors justement, M. Aïdara et M. Ki, avant de boucler cette émission, comment faire en sorte qu'il y ait une utilisation responsable des données à caractère personnel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit il faut sensibiliser et se limiter à cela, ou il faut aller au-delà? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà, puisque nous sommes aussi
aussi investi d'une mission de contrôle, en plus de la mission de sanctions que les gens Donc vous allez sur le terrain, vous allez dans les entreprises regarder, par exemple, lors de sa mise en conformité, de la mise en conformité de son entreprise, ils ont déposé, c'est-à-dire le formulaire avec des documents, notamment sur la définition, la détermination des habilitations en fonction des profits. Parce que la loi portant protection des données, au niveau de son article 8, exige de celui ou de ceux qui collectent les informations à les sécuriser. Donc vous êtes tenu, lorsqu'on vous confie une information, vous êtes tenu de garder confidentielles ou secrètes ces informations. Si vous ne les faites pas, vous êtes en porte-à-faux. Donc pour les mesures de sécurité et de confidentialité, il y a ça, la formation du personnel. Parce que les maillons faibles, généralement en matière de cybersécurité, c'est toujours l'humain. Donc, il y a la formation des cadres, des agents et cadres, et aussi il y a la détermination des profils en fonction des habilitations. Voilà, vous êtes directeur, vous avez accès aux informations à un certain niveau. Et les directeurs des ressources humaines aussi, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, au niveau de la PDP, pour nous, en plus de l'information, de la sensibilisation, de la mission de contrôle, et c'est ce que nous faisons, nous infligeons des sanctions. Puisque nous sommes une autorité administrative indépendante, le pouvoir de régulation en droit administratif confère à celui qui à l'autorité qui les détient de pouvoir infliger des sanctions administratives. Quand vous dites sanctions, vous faites allusion à quoi? C'est des sanctions pécuniaires? C'est des sanctions... C'est deux types de sanctions. Lesquelles? Les sanctions qu'on appelle les sanctions professionnelles correctrices, ça c'est la mise en demeure. Par exemple, quand on voit une entreprise qui n'est pas en conformité, on t'envoie une correspondance, on t'invite on t'envoie une correspondance dans laquelle on te fixe un délai. On te met en demeure de te mettre en conformité d'ici, avant, au plus tard. On te fixe un délai, on te donne une date. Et aussi, il y a les retraits d'agrément. Parce que qu'est-ce que les entreprises font? Beaucoup d'entreprises maquillent, c'est-à-dire ils savent maquiller. Donc, ils viennent souvent, certains, en bas du formulaire, vous avez juré. Vous avez dit que c'est sur l'honneur et c'est-à-dire je m'engage. Donc vous avez engagé votre responsabilité. Donc lors des missions de contrôle, si on découvre que ce que vous avez dit n'était pas conforme aux réalités, on peut être amené à vous retirer l'agrément administratif. Et la loi elle est très claire, lorsqu'on vous retire l'agrément, vous ne devez plus toucher aux données à caractère personnel. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'on vous octroie. D'accord. Toute entreprise qui n'a pas l'autorisation, la loi t'oblige d'arrêter. La loi te demande tout simplement au niveau de l'article 68 de la loi, le législateur a été très clair. Vous n'avez pas l'autorisation, après 6 mois d'entrée en vigueur de l'entrée en vigueur de la loi, vous êtes obligé d'arrêter les traitements. Donc, en plus de la mission de contrôle, il y a la mission de sanctions. La mission de sanctions, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire la mise en demeure, le retrait, l'injection, et aussi il y a les sanctions de deuxième degré. Bon, la somme n'est pas aussi élevée que ça comme dans les autres pays, ce n'est que 20 millions, 2 500 000 en 20 millions. Et pire, sanctions complémentaires avec le nouveau code pénal, c'est qu'on a le droit de vous vilipender. Lorsque nous sanctionnons, nous publions sur nos différentes plateformes, les journalistes prennent, et ceux qui sont à l'université comme nous, qui ont un pied quelque part, peuvent être amenés aussi à prendre ces informations et à mettre dans les bouquets. Voilà, donc l'image de marque, c'est surtout les risques d'image. Merci madame, merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre, de nous édifier sur notre thème qui portait sur les enjeux économiques des données à caractère personnel. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir monsieur Abdoul Kader Ki, il est le directeur national de l'économie numérique. Merci monsieur Ki d'être passé sur ce plateau. Merci également madame Cissé Massira d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes responsable conformité et contrôle permanent à Sama Finance. Merci à notre invité principal, monsieur Mamadou Ali Aïdara, directeur des affaires juridiques, de la conformité et du contentieux à l'APDP, Autorité de protection de données à caractère personnel. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TNA.